Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du Balado à l'état du monde. Donc, en ma compagnie, Jocelyn qui a changé de décor au cours des deux Oui, dernières semaines, oui, oui. de De retour. retour à Montréal. Bon, pas trop de cônes orange. Toujours des cônes oranges, ça c'est certain. Bon, C'est maintenant ça presque fait, touristique, ça. Ça fait ça partie du fait partie du Montréal paysage. touristique, ça fait partie du paysage. Température pas trop mal. Alors, mais c'est quand même la neige, encore une fois. Bon. Ben c'est ça, on est désolé la semaine dernière. Ben c'est ça, parce que moi, j'étais en déplacement en Europe. Jocelyn était dans son vol de retour vers Montréal. C'est la Ouais, raison pour laquelle on n'a pas pu enregistrer d'épisode la semaine dernière. Mais là, voilà, on est de retour. Et puis, ben, aujourd'hui, on va parler de l'Iran, parce qu'évidemment, c'est le gros dossier ouais, international des dernières semaines. Donc, moi, je vais essayer de faire une espèce de rétrospective de ce qui s'est passé au cours des 3 dernières semaines. Et puis, je vais me concentrer sur les conséquences de cette attaque-là israélo-américaine contre le régime des Mollahs. Et puis, Jocelyn va nous parler de la réaction des pays européens, peut-être aussi du Canada, parce que, bon, ouais. c'est pas très clair. Mark Carney a dit qu'il appuyait les États-Unis. Le lendemain, il se montrait Ouais. un petit peu plus réticent. Après ça, on annonçait qu'on allait peut-être envoyer de l'aide dans la région. Puis, Des messages contradictoires. c'est ça. Donc, vraiment, tout le monde a été vraiment pris les culottes à terre, là. Personne n'était préparé à cette action-là de la part d'Israël et des États-Unis. Donc, tout le monde agit un peu en ordre dispersé. Donc, on va discuter de ça aujourd'hui. Donc, c'est ça. Vous le savez, tout comme moi, à la fin février, les États-Unis, Israël ont lancé des frappes contre le régime des Mollahs, ont tué le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Ils ont aussi tué des généraux, des chefs de l'état-major, bref, des huiles de l'armée iranienne. Ils ont aussi tué Ahmadinejad, qui avait été président il y a environ une quinzaine d'années, puis qui s'était fait connaître à l'époque comme étant un opposant farouche à Israël, avait toujours affirmé sa volonté de détruire l'État hébreu, de le rayer de la carte. Donc, ben, il s'est fait rayer de la carte par une frappe de l'armée soit américaine ou israélienne. Donc, ce qu'on raconte, ce qui semble être le cas, c'est que à peu près tous les leaders du régime iranien qui étaient en place au cours des 3 dernières semaines ont à peu près été tous tués. Là, on parle même du successeur de Khamenei, son fils. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Il aurait été frappé lui aussi. Il serait en soins intensifs à Moscou. Se serait fait amputer au moins une jambe, si ce n'est pas les deux. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, le régime iranien, au cours des 3 dernières semaines, a été vraisemblablement décapité. Mais malgré tout, le régime semble résilient. Le régime ne s'est pas effondré. Au contraire, il n'y a pas de manifestations anti-régime dans les rues de Téhéran puis dans les grandes villes du pays au cours des dernières semaines, ce qui peut s'expliquer par le fait que la réaction en janvier dernier des forces de sécurité iraniennes, après les premières manifestations dans la première moitié de janvier, on raconte qu'entre 20 000 et 30 000 manifestants ont été tués, abattus dans la rue. Et ça, c'est sans compter ceux qui ont été arrêtés et qui ont été pendus ou qui seront pendus au cours des prochaines semaines. Donc, le régime iranien, il y a 2 mois, a vraiment envoyé un message extrêmement clair à ses opposants qui allaient résister coûte que coûte et qui n'allaient pas hésiter à recourir à la violence contre ces gens-là. Donc, c'est quelque chose qui semble en apparence un peu paradoxal. Donc d'un côté, le régime des Mollahs décapité, mais qui prouve malgré tout sa grande résilience. Résilience non seulement politique, mais résilience aussi militaire, même si on raconte qu'à peu près toute la marine iranienne a été coulée, que tous les avions de chasse iraniens ont été détruits ou abattus. Il n'en reste pas moins que l'Iran continue à utiliser des missiles balistiques contre Israël, mais non seulement contre Israël, mais contre aussi des bases américaines ou occidentales dans la région. Avant-hier ou hier, ils ont frappé la plus grande raffinerie de gaz liquéfié du monde qui se trouvait, de mémoire, c'est au Bahreïn ou au Qatar. Vous avez vu comme moi des images aussi de Dubaï, d'Abu Dhabi.
des hôtels qui ont été pris pour cible. Donc, les pays du Golfe, maintenant, ont été frappés. Et là, il y a une espèce de risque d'embrasement parce que ces pays-là qui, il y a 3 semaines, étaient prêts à rester neutres, ben là, ils semblent vouloir se joindre à la danse et à attaquer eux aussi l'Iran parce qu'ils considèrent qu'ils ont un casus belli contre l'Iran parce que leurs infrastructures sont touchées, sont détruites par le régime des Mollahs. Donc, tout ça pour dire que moi, écoutez, c'est ma conclusion, c'est ma thèse. Moi, j'ai l'impression que les Américains se sont embarqués dans une situation en pensant que ça allait être facile, en pensant qu'en décapitant le régime allait s'effondrer, qu'il allait y avoir un changement de régime. Puis là, je pense qu'ils réalisent 3 semaines plus tard que ça ne s'est pas produit. Puis vraisemblablement, ça ne va pas se produire non plus au cours des prochaines semaines. Donc là, et là, il y a un risque d'embrasement, comme je le disais, les pays arabes de la région qui veulent eux aussi entrer en guerre contre le régime iranien. Donc, moi, j'ai l'impression, c'est ça. Les Américains se sont embarqués dans une histoire sans trop considérer les tenants aboutissants, puis sans trop penser comment ils allaient être en mesure de s'extirper de ce qui pourrait potentiellement devenir une espèce de bourbier, hein. Parce que là, en réalité, il reste deux choix. Les frappes aériennes n'ont pas contribué à renverser le régime, vont vraisemblablement pas contribuer à renverser le régime. Donc, il reste deux choix, c'est de cesser de se retirer de la région et de déléguer le reste de l'opération à Israël ou d'en rajouter une couche pour essayer de faire tomber le régime. Puis ça, qu'est-ce Mm. que ça veut dire? C'est d'envoyer des troupes au sol. Puis là, on raconte qu'il y aurait 2 ou 3 000 Marines, des troupes d'élite qui seraient en route vers la région. Donc, on ne sait pas trop ça va être quoi la décision de l'administration américaine. Est-ce qu'ils vont se retirer ou en rajouter une couche? Mais clairement, s'ils en rajoutent une couche, écoutez, l'Iran, c'est plus de 90 millions d'habitants. Mm. Moi, j'ai un collègue, comme j'ai dit souvent à la radio, j'ai un collègue ici à mon université en Arménie qui est iranien d'origine, qui a beaucoup de contacts en Iran, qui a consacré toute sa carrière académique à analyser le régime iranien. Et lui, sa conclusion, c'est que, évidemment, l'immense majorité de la population iranienne est contre le régime des Mollahs, veulent renverser le régime, mais il en reste pas moins que vous avez un 5 à 10 de la population qui, eux, sont prêts à se battre jusqu'au bout pour soutenir, défendre le régime. Mm. Pas énormément, vous allez me dire 5 à 10 d'une population, mais d'une Ben, population de presque 100 millions de personnes, ça fait du monde. Donc, si ouais. vous avez les soldats américains qui débarquent en Iran, ça fait potentiellement une couple de millions de gens qui vont être prêts à se battre contre eux, à se battre jusqu'au bout. Puis là, ben, c'est un bourbier qui pourrait être encore pire que le Vietnam ou l'Afghanistan ou l'Irak après l'invasion de 2003. Donc, Je me demande, Jean-François, si une des erreurs commises par Israël et les États-Unis, c'est d'avoir mal évalué la société iranienne, finalement. Alors, d'un côté, les Iraniens de l'étranger alimentent le sentiment anti-Mollah, et c'est tout à fait normal, ils sont en exil, ils veulent sans doute revenir chez eux, donc ils sont portés à peut-être exagérer euh, le, le sentiment anti-Mollah, même à l'intérieur de l'Iran. On ne les connaît pas, les chiffres. On a de la non, difficulté à évaluer l'opposition en Iran. Il faut rappeler que c'est un régime qui est en place depuis 47 ans. Et donc, il a réussi, comment dirais-je, à convaincre des générations d'étudiants et évidemment la population qu'il était le régime en place et puis qu'on ne ouais. pouvait pas s'y opposer et qu'il Puis, fallait vivre dans ce système-là. puis à Et coopter une grande partie de la population, donc un 5 à 10 les coopter, les intégrer dans la gouvernance, leur c'est un fournir peu des comme avantages matériels. c'est un peu comme le Parti communiste chinois. Tu sais, Oui, sur 1,4 milliard d'habitants, ben, il y a 100 millions de membres du Parti communiste chinois. C'est assez pour tenir un pays. Alors j'imagine que 10 millions d'Iraniens bien encadrés
soumis à la propagande du régime, peut-être armés dans certains cas pour certaines milices, sont capables de tenir ce pays. Ce qui pose la question que tu posais, est-ce qu'il y aura une intervention au sol? Puis s'il y a une intervention au sol, est-ce que c'est du style irakien ou c'est uniquement des forces spéciales qui vont dans un secteur particulier, disons Téhéran ou certaines autres villes importantes, particulièrement celles qui accueillent le programme nucléaire iranien, parce que un scénario à l'irakienne, c'est impossible. Je veux dire, les Américains ont déployé 500 000, 600 000 soldats à la frontière avec le Koweït, l'Arabie Saoudite. Euh, Ils voulaient passer par la Turquie, mais ça n'a pas fonctionné. Mais donc l'Irak était pris en tenaille, si je peux Ouais. dire. Puis l'armée Je suis américaine, pas sûr. il faut dire Pas que sûr que l'Iran soit en tenaille en ce non. moment. Puis il faut dire aussi que l'armée américaine de 2026, c'est pas l'armée américaine de 2003 non plus. Il Voilà. y a un manque de personnel aussi. Et on Puis dit que les munitions sont à court. c'est ça. Donc, les Américains auraient dû transférer des munitions de la Corée du Sud pour pouvoir Ouais, les utiliser au Proche-Orient. Puis un autre élément aussi important à considérer, oui, oui, il y a eu beaucoup de pertes en Afghanistan, en Irak, en 2001-2003, après les interventions, mais la population américaine était prête à accepter ces sacrifices-là parce que ouais. les États-Unis avaient été attaqués par Al-Qaïda. 4 000 personnes Voilà. sont mortes le 11 septembre 2001. Donc il y avait un désir légitime de vengeance, ce qui a fait en sorte que le président Bush, écoute, son appui en 2001-2003, l'appui de la population américaine, c'était 90%. 9 Mm. Américains sur 10 soutenaient Bush. Donc, ça a permis, pendant une certaine période de temps, évidemment, à un moment donné, ça s'est effrité, cet appui-là, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années les pertes étaient considérées comme étant acceptables par la population américaine et Bush a commencé son intervention en Irak avec un appui massif de la part de la population, ce qui n'est pas le cas avec l'administration Trump. Vous avez une majorité d'Américains qui, dès le début de l'opération, étaient opposés à l'opération. Vous avez déjà une douzaine de soldats américains qui ont été tués, d'autres ont été blessés. Donc, on peut légitimement aussi se dire que la patience du peuple américain dans l'éventualité d'une intervention au sol. La patience, ça ne durerait pas très longtemps. Il Ouais, suffirait que quelques centaines de Marines, de GIs reviennent en quatre planches pour qu'il y ait un grand renversement de l'opinion publique, encore plus ouais. majeur que ça l'est à l'heure actuelle contre Et l'administration américaine. j'ai l'impression aussi, et on ne le voit pas nécessairement tout de suite, mais c'est en filigrane, c'est que de plus en plus de membres des élites, mais aussi du côté démocrate, accusent Israël d'avoir entraîné les États-Unis dans cette guerre. Donc, il y a eu la démission de ce numéro 2 de l'antiterrorisme qui a dit clairement, c'est la guerre d'Israël, ce sont les Israéliens qui ont manipulé le président pour l'entraîner dans cette guerre. C'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps aux États-Unis, que ce soit la guerre de 2003 ou d'autres conflits au Moyen-Orient. Le lobby pro-Israël, c'est connu, est quand même très pesant dans le système politique américain. Faut pas en faire un complot, mais quand Netanyahou se promène aux États-Unis librement, invité par tout le monde pour critiquer la politique de Barack Obama sur l'accord nucléaire avec l'Iran, parce qu'il faut se rappeler de ça quand même. Netanyahou avait été invité par les républicains du Sénat à venir parler contre l'accord. Et de l'autre côté, à la Maison-Blanche, évidemment, Obama avait signé l'accord. Et d'ailleurs, Netanyahou ne s'est pas rendu voir Obama en visite de courtoisie. Il est reparti sur Israël. Alors, ça laisse l'impression et confirmé de plus en plus par ceux qui sont au pouvoir, que Israël a une influence démesurée dans les choix de politique étrangère, particulièrement au Proche-Orient, ce qui fait en sorte que le consensus pro-Israël s'effrite Ouais. d'année en année. Et ça, oui, c'est quelque chose de nouveau parce que maintenant les langues se délient. Vous avez Voilà. des gens. En fait,
rappelle-toi en 2024, pendant les élections présidentielles, Kamala Harris, lorsqu'elle devait choisir son colistier, c'est ce qu'elle dit dans sa biographie. Elle voulait choisir Shapiro de la Ah oui, Pennsylvanie. Elle dit, j'ai pas pu le faire, on m'en a dissuadé parce qu'il était juif. Donc, à voilà. l'intérieur du camp démocrate, vous avez cet effritement de l'appui indéfectible à l'égard d'Israël. La moitié des sénateurs démocrates sont contre l'aide militaire à Israël. Voilà, ce qui est Ça, on quand même n'aurait jamais vu ça il y a 20 ans, là. Exactement. Donc, ça a commencé du côté des démocrates. Puis là, ce qu'on est en train de voir du côté des républicains, vous avez aussi un début d'effritement de ce soutien indéfectible Chez des les États-Unis. MAGA, chez les Exactement. Donc, MAGA, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Megyn Kelly. même Kirk, avant son assassinat, était en train Oui, de changer de camp. c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur des États-Unis qui fait en sorte que c'est ça, l'appui indéfectible des États-Unis à l'égard d'Israël est en train de s'effriter à l'intérieur des deux camps. C'est peut-être plus prononcé à l'intérieur du camp démocrate que du camp républicain, mais il n'en reste pas moins que cet effritement se voit aussi du côté des républicains. Euh, Et il y a naturellement un changement de la garde dans les élites politiques. Tu le sais, très longtemps, qui a dominé l'establishment politique? Les élites de l'Est américain, hein, les grandes universités à New York, New Jersey, Massachusetts, etc., Washington. Et ces élites étaient tournées vers l'Europe. Pour elles, pardon, l'important, c'était la relation avec les Européens, etc. Ces gens-là sont en train de disparaître naturellement, démographiquement, sont remplacés par des élites qui viennent soit du centre, soit de l'ouest, qui ont moins d'attachement à la relation transatlantique. Et je pense que ça se reflète aussi dans le moindre attachement à l'État d'Israël. Tout à fait. Et ces nouvelles élites vont prendre le pouvoir, ou prennent de plus en plus le pouvoir, et vont changer la géopolitique mondiale. Ouais. Et puis je dirais aussi, j'en avais discuté dans un autre podcast, je pense que ce qu'on commence peut-être à voir se dessiner à l'intérieur du camp républicain, c'est une opposition à l'interne. Tu sais, Trump, il ne peut pas se représenter là, dans 2 ans et demi, là. Donc, il commence, je crois, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une espèce de dissension à l'interne entre J.D. Vance et Marco Rubio. Rubio, écoute, depuis le début de l'année, c'est lui, c'est le faucon, hein, c'est lui qui semble tirer les ficelles, qui était derrière l'opération au Venezuela qui poussait énormément fort pour faire tomber le régime communiste à Cuba, qui pourrait fort probablement arriver au cours des prochains mois. On dit aussi que c'est lui qui a poussé pour l'intervention en Iran, alors que J.D. Vance, lui, dans sa campagne, la campagne présidentielle en 2024, était vraiment le porte-étendard du America First. Donc, on arrête de s'impliquer dans des conflits à l'étranger. Puis il y a eu cette phrase fameuse, cette citation en disant, si vous voulez que vos fils meurent inutilement dans des conflits, des guerres de globalistes à l'étranger, votez pour Joe Biden. Donc, il incarne peut-être le cœur du mouvement MAGA, qui était peut-être plus proche de gens comme Tucker Carlson, Megyn Kelly, Marjorie Taylor Greene, alors que Marco Rubio, lui, représente peut-être un peu l'héritage bushien junior du Parti républicain, était prêt à se lancer dans des interventions à l'étranger. Donc, ça, peut-être à l'interne, ça va peut-être créer des étincelles Moi, je pense au cours des que prochains mois, hein. les choses vont se développer après les midterms. Oui. Le résultat des midterms va provoquer un réalignement politique, dans toutes les forces politiques d'ailleurs, parce qu'on verra chez les démocrates qui gagne, parce que tu as peut-être des nouvelles générations de représentants plus radicaux encore Mhm. au CA, là, Ouais, Cortez, la Cortez, représentante de New York. Ocasio-Cortez, Ouais. la représentante de New York, mais il y en a d'autres. Et il y a de plus en plus de représentants démocrates qui se sont radicalisés. Face à la radicalisation républicaine, ben, du côté démocrate une radicalisation. C'est ça. Alors, Puis je- c'est là que ça va se C'est jouer. ça. Puis je peux parler peut-être des conséquences sur les midterms. Bon, écoutez, si
l'administration américaine, comme on dit en bon québécois, c'est embarqué dans une patente à gosse sans véritablement considérer les tenants aboutissants, puis les moyens de se sortir de ce potentiel bourbier-là. Pour regarder ce qui se passe, là, je veux dire, sur le plan économique, sur le plan géostratégique, ce conflit-là est une catastrophe. Parce que là, vous avez, écoutez, le prix du Brent, le baril de pétrole, il y a 3 semaines, il était à 65 piastres. Et en date d'aujourd'hui, on est samedi le 21 mars, il était à 112 dollars. Donc, le prix a presque doublé. Donc, s'il y a une personne qui est crampée dans le monde par rapport à la hausse du baril de pétrole, c'est Vladimir Poutine, parce que lui, il n'était pas supposé avoir un surplus budgétaire au cours des 3 prochaines années. Puis là, soudainement, il est capable de recommencer à vendre son pétrole à des prix de fou, puis à financer sa guerre en Ukraine. Donc, il est tordu de rire. Mais pour le consommateur américain, vous le savez aussi peut-être au Québec, là, oui, les taxes jouent un grand rôle dans le prix de l'essence à la pompe, là, mais il n'y a pas juste ça non plus. Là. Si le baril de pétrole, son prix a doublé en l'espace de 3 semaines, écoutez, aux États-Unis, le prix du gallon a augmenté d'1 dollar, là, aussi depuis un an. Donc, ça, inévitablement, le consommateur américain, là, avant d'être un électeur, c'est d'abord avant tout un consommateur. Puis s'il se rend compte que ça coûte plus cher pour faire le plein de son F-150, ben, il ne sera pas content contre l'administration en place, inévitablement. Et puis, ça, c'est sur le court terme, mais sur le long terme, je dirais, l'Iran a frappé une raffinerie israélienne à Haïfa. Ils auraient détruit la plus grosse raffinerie de gaz liquéfié au monde, dans le Golfe. Mais ça se reconstruit pas en 2 semaines, là, ces infrastructures-là. Donc, il va y avoir aussi des conséquences sur le long terme. Puis, il y aura aussi toute la question du détroit d'Ormuz. Après, si le conflit se termine, même si le conflit se termine dans 3 semaines, est-ce que les pétroliers vont être en mesure de recommencer à passer par le détroit sans problème, comme ça pouvait être le cas il y a un mois, où l'armée iranienne va avoir des pièces d'artillerie à proximité, des drones, installerait des mines, pourrait bloquer de manière plus ou moins permanente le détroit. C'est 20 du pétrole mondial qui transite par là. Donc ça, encore une fois, sur le long terme, ça va laisser des traces. Donc, peut-être tout ça pour dire, avant de te laisser discuter des pays européens et de leurs réactions, tout ça pour dire, moi, je pense que l'administration américaine a manqué sa fenêtre d'opportunité pour renverser le régime iranien, que je ne défends pas, hein, un régime absolument dégueulasse qui mériterait d'être renversé. La question n'est pas là. Mais sur le plan strictement réaliste de la géopolitique, la fenêtre d'opportunité, c'était les 2 premières semaines de janvier quand les gens étaient dans la rue, il y avait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui étaient dans la rue, des opposants, qui voulaient renverser le régime, qui en appelaient là, au retour du fils du chat. C'était le moment de frapper, de décapiter le régime. Mais là, 2 mois plus tard, ces gens-là, ils ont été soit arrêtés, ils sont soit en prison, ou ceux qui n'ont pas été arrêtés puis qui n'ont pas été tués, ils ont la chienne, ils restent chez eux parce qu'ils se disent peut-être que ça va être comme il y a 2 mois, si on descend dans la rue, peut-être qu'on n'aura pas le soutien espéré des Américains, puis c'est nous-mêmes qui allons nous faire arrêter et tuer. Donc, au final, on va rester tranquille, le jeu en vaut pas la chandelle. Donc, je pense que c'est ça. La fenêtre d'opportunité pour moi, c'était les 2 premières semaines de janvier. Puis là, elle est passée, elle s'est refermée. Et puis là, c'est ça. J'ai l'impression que les Américains se sont embarqués dans un truc sans vraiment réfléchir à la façon avec laquelle ils pourraient s'en sortir sans perdre la face. Peut-être la solution, tu me diras ce que tu en penses, la solution, c'est un tiers parti aurait la possibilité d'intervenir. Donc, quelqu'un, un pays qui est capable d'avoir des relations ouvertes, tant avec les États-Unis, Israël que l'Iran, pourrait agir comme intermédiaire pour essayer de mettre le couvercle sur la marmite. Moi, dans mon esprit à moi, c'est Modi, le premier ministre indien, qui a Peut-être, oui. l'influence en tant que grande puissance moyenne de pouvoir peut-être jouer un rôle de pacificateur. Mais il y a pas 10 000 acteurs. Ou peut-être que la Chine tendrait la main aux Américains et aux Iraniens. Sache que Trump sera en Chine dans quelques semaines, à moins que le voyage soit annulé, ce qui lui permettrait peut-être d'avoir un œil sur Taïwan sans que les pays, sans que les Occidentaux s'énervent là-dessus. En tout cas,
Ouais. Je ne sais pas jusqu'où c'est réaliste, mais euh, OK. Alors, laisse-moi parler un peu de la réaction des Européens à partir d'une infographie qui est publiée aujourd'hui en ligne par le New York Times. Alors, on est samedi aujourd'hui et sûrement que l'infographie sera disponible dimanche encore. Et cette infographie montre un système solaire et évidemment, au centre de ce système solaire, tu retrouves les trois cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire les États-Unis, Israël et l'Iran. Et autour de ce cœur bouillonnant, puisque ce sont les États officiellement en conflit, il y a un premier cercle de pays, essentiellement du Golfe Persique, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, euh, Oman, Bahreïn, et on peut y ajouter aussi ceux qui ont reçu des bombes à un moment donné, que ce soit le Koweït, la Jordanie, l'Irak, l'Azerbaïdjan, Chypre, et bien sûr, s'ajoute à cela le Liban, qui est maintenant pratiquement, une bonne partie de son territoire est envahi par Israël. Donc, tous ces pays qui, au début, hésitaient et hésitent toujours à entrer en conflit officiel avec l'Iran, sont de plus en plus attirés par ce vortex puissant que représentent les trois cavaliers de l'Apocalypse. Un petit peu plus loin dans ce système solaire, on retrouve les pays européens, la France, bien sûr, la Grèce, l'Italie, euh, d'autres États. Et un peu plus loin, le Canada, la Russie, euh, qu'est-ce que je vois aussi? Ah oui, trois pays d'Asie, le Sri Lanka, le Pakistan et l'Inde. Pourquoi le Sri Lanka? D'abord parce qu'une vedette iranienne a été coulée par les Américains au large du Sri Lanka et de par ce fait, le Sri Lanka est attiré encore là par le vortex et le Pakistan et l'Inde sont prêts à envoyer des navires militaires pour, euh, pour accompagner leur pardon, excuse-moi, pour accompagner leurs tankers afin de leur permettre de traverser le détroit d'Ormuz. Alors, de plus en plus de pays, contre leur gré, se trouvent attirés par ce conflit. Je rappelle qu'au début, les Européens n'étaient pas très chauds euh, face à cette entreprise guerrière. Ben, ils n'ont même pas Euh, été mis au courant. Ils se sont réveillés un voilà, matin, puis bon la Dieu, première chose, l'Iran est la, attaqué. pro- la première chose, c'est que personne n'a été mis au courant, ou en tout cas, on laisse croire qu'ils n'ont pas été mis au courant. Et ils se disent, et plusieurs d'entre eux d'ailleurs ont condamné l'intervention. On dit que l'Espagne, évidemment, a été le plus vocal, mais la Norvège, la Finlande et d'autres pays ont dit non seulement on condamne, mais ça va à l'encontre du droit international. Le président français a fait une déclaration là-dessus très claire. Les Allemands euh, veulent ménager leurs relations avec les États-Unis et avec Israël, mais ont demandé à Israël de terminer l'opération le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça veut dire quand le gouvernement israélien dit on en a encore pour 3 ou 4 semaines, ou le temps qu'il faudra pour régler cette affaire? Ben, le temps qu'il faudra, ça peut s'étirer sur très longtemps. Donc, on a vu des gouvernements en colère, des gouvernements demander des explications, des gouvernements condamner parfois cette opération, mais en même temps, chacun se rend compte que si jamais le détroit d'Ormuz est réellement bloqué, ce qui serait possible, parce que j'imagine que les Iraniens pourraient couler
quelques portes pétroliers dans la passe près des côtes d'Oman, là où une grande partie des pétroliers passent. Tu coules quelques navires là et t'empêches la circulation réellement de procéder. C'est comme le canal de Suez en 56. Voilà, Nasser avait coulé des bateaux dans le canal, puis le voilà. Tu canal ferais la était même chose bloqué. à Panama et Ouais. tout. Et donc, là, il faut aller dégager tout ça. Ça peut prendre des mois. Donc, ces pays commencent à s'organiser. On a vu la France envoyer son porte-avions, pas dans le Golfe, bien sûr, en Méditerranée, mais d'autres navires. D'autres pays commencent à se demander s'ils vont pas participer à la protection de convois de pétroliers pour justement alimenter l'économie mondiale. Alors, tous ces pays marchent sur des œufs, ne veulent pas être engagés directement dans le conflit, mais se voient attirés par la force d'attraction de la problématique elle-même. D'abord, les trois cavaliers de l'Apocalypse qui font des pressions énormes sur les uns comme sur les autres, mais aussi l'économie mondiale qui préoccupe tout le monde. Alors, le Canada, dans tout ça, pense pas qu'on va envoyer des navires militaires dans le golfe Persique. Ça restera à voir. Si jamais il y a une coalition qui serait agréée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, peut-être, mais là, ça voudrait dire pas de veto de la Chine et de la Russie. Alors, le Canada qui a eu une position étrange au début, un appui sans réserve, ensuite un appui avec regret. Ensuite, on ne va pas participer à une opération militaire. Ensuite, on va peut-être participer à une opération militaire. Il va falloir réfléchir. Puis, On- décrier aussi le fait que le droit international n'a pas été respecté, alors que Mark Carney, en janvier, dans son discours de Davos, disait faut arrêter de se masquer le visage avec le droit international, il n'existe plus, là. Faut enlever souviens-toi de l'expression, faut enlever oui, le poster de la vitrine de de la de vitrine. la boutique. Arrêtez de se draper derrière ça. Ben oui, ben 2 mois Ben, plus tard, je pense il- qu'il est rétro-pédale là-dessus. Il est peut-être allé trop loin. Et ouais. puis, faudrait relire tant le discours de Davos, mais aussi les autres déclarations qu'il a faites plus tard. Mais en tout cas, je pense que tout ça illustre un très grand malaise et ce malaise a éclaté la semaine dernière lorsque le président Trump a demandé aux pays membres de l'OTAN de venir à sa rescousse pour laisser ouvrir le détroit d'Ormuz et que personne n'a répondu en disant, sans le dire publiquement, ben écoutez, vous ne nous avez pas consulté, puis là aujourd'hui, vous nous demandez de venir vous aider. Donc, on est dans le théâtre de l'absurde ici. Et évidemment, Trump, continuant dans le théâtre de l'absurde, a dit, oh, finalement, on n'a pas besoin de vous. Ce qui n'est pas faux aussi. C'était juste une façon de tester qui étaient nos véritables alliés. Puis le Ben seul, c'est oui, Macron, puis je lui donne 8 sur 10, je pense. 8 sur Bon, 10, 8 sur 10. Mais Macron, il n'est pas rendu dans le golfe encore, hein? non, ben Alors, le Charles il de est en Gaulle, médite. le Charles de Gaulle est près de Chypre parce qu'il y a un officier de la marine Oui, qui a fait son jogging sur le pont en laissant connecter son application Strava. Donc, automatiquement, ça l'a téléchargé sur le site de Strava, le GPS. Donc, on a pu identifier où se trouvait le porte-avions. mais ici, il me semble qu'il y a une part d'absurde, c'est que des navires de cette envergure, lorsqu'ils quittent l'endroit où ils sont amarrés, doivent bien être suivis par les satellites russes, américains ou autres, C'est qui sûr. photographient la planète, chaque pouce carré de la planète à journée longue. Donc, là, le pauvre type, évidemment, sera puni pour avoir fait ça. Mais à mon avis, bien les gens qui devaient savoir où se trouvait le Charles de Gaulle. Cela dit, euh, ça va être intéressant de voir les prochaines semaines, surtout si l'Iran résiste comme elle résiste actuellement. Oui, parce que l'Iran a le luxe du temps. Plus le Oui, conflit va durer, plus ça va jouer à leur avantage. Et ça, que le oui, régime soit décapité ou non, tu sais, c'est le principe du Hezbollah, du Hamas.
On tue le chef du Hezbollah, du Hamas, il est remplacé par un autre qui va lui-même être tué 6 mois plus tard, qui va lui-même être remplacé par un autre. Il y a suffisamment d'élites engagées, cooptées dans le régime iranien pour qu'il y ait toujours une relève. Et si Ben, la population... j'allais dire, Jean-François, dans nos pays occidentaux, il y a une liste de succession qui est établie par chaque gouvernement. Si le premier ministre tombe, c'est le vice-premier ministre, puis etc., jusqu'au le dernier ministre du Conseil des ministres. C'est ça. Et puis le Alors, risque, si on commence à liquider les leaders les uns après les autres, le risque, c'est qu'à un moment donné, on en vienne à permettre à des gens encore plus radicaux que ceux qui ont été éliminés d'en arriver aux affaires. Et puis puis, on négocie avec qui? Si tu tues tout le ben oui, monde, mais c'est on ça. négocie avec qui? Avec le Shah d'Iran qui est en exil depuis 60 ans? Ça n'a pas Non, du bon sens. c'est ça le problème. Quand on commence à liquider les élites, on envoie le message, on négociera pas avec vous autres. On va vous Voilà. éliminer jusqu'au dernier. Donc ça, inévitablement, du côté de ceux qui sont éliminés, ben, ça engendre une radicalisation. Et puis, c'est peut-être ça qu'on est en train de voir, hein. De plus en plus de frappes avec des missiles hypersoniques qui commencent à frapper des pays du Golfe. Peut-être c'est la conséquence d'avoir décapité les gens qui étaient aux affaires il y a 3 semaines, parce que ceux qui sont maintenant aux affaires sont encore plus radicaux et se disent, ben, ça va peut-être être mon tour dans 2 semaines. Puis si ça va se produire, je vais au moins laisser ma marque puis faire ce que j'ai toujours voulu faire. Voilà. Excusez-moi. Donc, bon, ben c'est ça. Ça va être tout pour Cette cette semaine. semaine. Ben, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker. C'est toujours bon pour l'algorithme. Et puis, ben, ça va nous faire un plaisir de vous revoir, de vous retrouver la semaine prochaine pour discuter, espérons-le, d'un autre dossier international. Voilà. Donc, sur ça, on vous souhaite une très bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Bon.